J'ai rebranché les micros, donc on est parti pour cette troisième partie d'émission où là, on est vraiment sur les ressources du territoire, en tout cas de proximité. Je vais autour du micro, donc je repars à ma droite. Eliane, ça va bien ? Ça va bien, merci. Bon, à côté de vous, Eliane, il y a Michel. Alors, je voudrais pas faire une mauvaise prononciation. Comment on dit, Michel ? Verluis. Ok, Michel Verluis. Très bien. Bénévole France Alzheimer. Et aidante. À côté de vous, alors, je connais votre prénom, je me permets de le dire parce que je l'adore, Ginette Poupard. Oui. Référente France. Référente de Parkinson sur le Sud-Gironde. D'accord. Mais j'ai été longtemps responsable départemental aussi. D'accord, très bien. Bienvenue. Stella, qu'on ne présente plus. Non. Et puis Frédéric, bien sûr. Alors, puisque Captieux et Ville est Dante Alzheimer, j'ai envie de vous donner la parole, Michel. J'aurais bien aimé que vous nous racontiez comment des Dantes on passe à bénévole de France Alzheimer. Oui, volontiers. D'abord, je voudrais vous dire que moi, je ne connaissais pas le mot aidante quand les choses ont commencé à se préciser à la maison. Je ne connaissais pas ce terme-là. Je ne l'ai découvert qu'en allant à France Alzheimer, justement. Alors, comment est-ce que je suis arrivée à France Alzheimer ? C'est parce que, comme disait Frédéric tout à l'heure, quand on vous annonce la maladie, c'est un tsunami, le monde s'écroule, votre monde s'écroule. Voilà, mais auparavant déjà, beaucoup de choses s'étaient passées qui prouvaient que quelque chose ne tournait pas rond, mais voilà, des signes qui durent un certain temps, un certain nombre d'années, jusqu'au jour où le couperet tombe, et là, effectivement, on est complètement démunis. Excusez-moi, Michel, quand vous parlez le couperet tombe, ça veut dire que c'est le diagnostic Oui, qui est posé ? Oui, une fois le diagnostic posé, tout s'écroule parce qu'on a beau pressentir que quelque chose de ce genre se profile, quand le mot est prononcé, c'est tout à fait différent. Voilà, donc on est perdu, on ne sait plus à quel sein se vouer, on est dans un espèce de brouillard, on fait ce qu'on peut, on tâtonne, on fait des bêtises, on s'énerve, jusqu'au jour où quelqu'un quand même, comme ça, au hasard d'une rencontre, vous dit « mais tu sais, il existe une association qui pourrait peut-être t'aider ». Ah, d'accord. Voilà. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée en catimini parce que je partais sans prévenir, enfin, en disant que je faisais autre chose. Je voulais pas dire que j'allais, bien sûr, à France Alzheimer, puisque le mot n'a jamais été prononcé pour mon mari, qui, d'après le médecin, ne l'aurait pas supporté. Donc, on a parlé de destruction de neurones, on a parlé de choses comme ça, mais on n'a jamais prononcé le mot. Voilà, donc je me suis retrouvée en catimini à la permanence de France Alzheimer, où j'ai été reçue avec beaucoup de chaleur, où j'ai été écoutée pour la première fois vraiment, où j'ai eu des conseils et où j'ai accepté de faire la formation des aidants, qui m'a sauvée, parce que j'ai compris évidemment beaucoup de choses. J'ai compris ce qu'il ne fallait pas faire. J'ai compris ce qui pouvait se passer dans la tête de la personne malade. J'ai compris qu'il ne fallait jamais s'opposer. J'ai compris beaucoup de choses. Bon, on ne devient pas un saint ou une sainte pour autant. On arrive toujours à commettre quelques erreurs, mais cette formation apporte énormément. Elle vous permet de vous adapter. Oui, voilà. Et comme le disait tout à l'heure Madame Madame la maire, ça fait grandir tout ça. Ça fait grandir. Et donc, cette formation permet de comprendre, d'adapter son comportement. Elle donne également des pistes pour plus tard. On a des renseignements, on sait à qui on pourrait s'adresser si. Alors, sur le moment, on se dit non, j'ai pas besoin de ça tout de suite, mais on sait qu'on a ça en réserve et qu'on peut effectivement faire appel à quelqu'un, à telle personne pour ceci, à telle personne pour cela, à tel service pour telle chose, faire telle démarche pour se préparer à ça ou à ceci ou à cela. Voilà. En fait, c'est rompre un isolement en tout cas. Absolument. C'est ça.
Absolument. Et puis, en dehors de cette formation des aidants, on propose autre chose. Vous pourriez venir au groupe de parole, par exemple. Ça, c'est indispensable. C'est quelque chose qui vous permet d'exprimer auprès de personnes qui vivent la même chose que vous, ce que vous vivez. On ne se sent plus seul, pour le coup. Voilà. Donc, j'ai commencé à mettre le pied dans France Alzheimer de cette façon. Et puis, au fur et à mesure, évidemment, la maladie a empiré. Comme je le disais dans le micro-trottoir, mon mari est devenu très agressif alors que c'était quelqu'un de très doux en temps normal. Il est devenu très agressif, il est devenu violent jusqu'au jour où j'ai été mise en danger et le médecin m'a dit, là, c'est plus possible, il faut que vous fassiez quelque chose. Mon fils était avec moi ce jour-là, heureusement, parce que je crois que j'aurais traîné encore. Mais bref, ça s'est fait et je me suis donc retrouvée seule. Bien sûr, il était placé, j'allais le voir très fréquemment, mais la vie se vide de quelque chose parce que, comme le disait tout à l'heure les aidants, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous, on n'existe plus. Moi, j'avais renoncé à faire de la gym, à aller marcher, tout ça. J'allais encore à la chorale parce que quelqu'un venait pendant ce temps-là, mais c'est tout ce qui restait, quoi. Hein. C'était un petit souffle quand même. Et petit à petit, je me suis sentie le besoin de m'investir dans France Alzheimer. Toute notre vie, on avait participé à des choses plus ou moins sociales, plus ou moins tournées vers les gens. Et j'avais renoncé au Secours populaire. J'étais bénévole au Secours populaire. J'avais dû renoncer, bien sûr. Donc, je me suis dit, j'ai tellement reçu de France Alzheimer qu'à mon tour, peut-être, je pourrais donner quelque chose. Voilà. C'est comme ça que j'y suis arrivée et que j'y suis encore. Alzheimer, concrètement, qu'est-ce que vous accompagnez la formation? Alors, je vais à la permanence. J'accueille à mon tour. Je vais au groupe de parole où je peux m'exprimer aussi, mais où on reçoit des gens qui débutent dans la maladie et où je me revois, où on comprend ce qu'ils sont en train de vivre à ce moment-là et on peut leur apporter quelque chose. Voilà, je pense qu'on a une certaine forme d'utilité là aussi. D'ailleurs, ils nous le disent après. Je participe à la formation des aidants. Alors pour l'instant, la formation des aidants, elle est avec un bénévole et une psychologue. Pour l'instant, je suis en binôme avec un autre bénévole parce que je me forme. Mais à partir de la prochaine formation, je serai seule avec la psychologue. Voilà. Oui, oui. Mais ça m'aide beaucoup aussi. Tout n'est pas altruiste dans une démarche comme celle-ci. Très franchement, France Alzheimer m'a sauvée. Moi, j'étais vraiment dans le fond du trou. En fait, ça fait 20 ans que la maladie impacte notre couple, notre vie. Et donc, j'ai été perdue. Et ça m'a aidée beaucoup, ça m'a sauvée quelque part. Donc, je suis contente de pouvoir à mon tour tendre des mains. Voilà. Touchant, merci en tout cas. Ça me permet encore une nouvelle fois de faire une transition vers Madame Poupart, parce que justement, vous disiez que vous étiez aussi référente Parkinson, pas seulement sur le Sud-Gironde, mais en définitive, ça fait plus d'une vingtaine d'années que vous êtes à France Parkinson, hein, c'est ça, Madame Poupart? Donc, ça fait... J'ai accompagné mon mari pendant 15 ans, en fait. Il est mort, ça fait 10 ans. De la maladie de Parkinson. Donc, c'est pour situer un peu historiquement dans l'approche de ces maladies. Oui, c'est pour ça que les 20 ans, je trouvais que c'était important. C'est très important parce que plusieurs éléments. D'abord, cette maladie, comme d'autres, était niée socialement. Ce qui fait que le diagnostic a tardé, puisque mon mari avait un métier à responsabilité, directeur d'établissement scolaire, de collège. Et moi, j'étais aussi en activité. 6 mois après sa prise de retraite, il a été diagnostiqué. Bon, moi, j'observais des trucs, mais bon,
À cette époque-là, On n'en parlait pas. on n'en parlait pas, on mettait ça sur le compte, le médecin généraliste mettait ça sur le compte, et puis, bon, il a été consulté, enfin, il a été envoyé chez un neurologue qui, bon, a fait un diagnostic de pacotille. C'est dit. C'est dit. Oh, ça fait longtemps qu'il est habillé. Donc, mais à ce moment-là, c'était encore, j'allais dire, c'était léger, c'était des symptômes essentiellement moteurs. Il n'y avait pas de symptômes cognitifs. Bon. Donc, il a continué pendant 3 ans à partir de son départ à la retraite. Moi, j'étais encore en activité, donc il y avait quand même moins de... Enfin, je le voyais moins. Oui. Et donc, mais peu à peu, je trouvais que ça se dégradait. Et il faisait plus souvent, comment dire, appel à moi pour faire des choses. Il n'arrivait plus à écrire. Des choses qui pouvaient vous alarmer, en fait. C'est là que ça a commencé à m'alarmer. Et c'est là que, bon, on a entendu parler, parce que lui, il a été vraiment participatif, parce qu'il voyait bien qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et on avait entendu, donc, il y avait sur Bordeaux une activité, une association Parkinson. Et c'est là que on a cherché à contacter cette association pour rencontrer des gens qui avaient la maladie. Notre but, c'était de comprendre ce qui se passait, parce qu'on ne comprenait pas les symptômes moteurs. Il y avait des choses qui se dégradaient, enfin des symptômes digestifs. On commençait à avoir des pertes de mémoire. On n'en parlait pas, mais on ne savait pas ce que c'était, quoi. Et c'est là qu'on a interpellé des neurologues hospitaliers. Et le diagnostic est bien tombé. Donc là, c'était sûr. Et que faire alors? Eh bien, au fur et à mesure que ça se développait, il faut dire qu'à ce moment-là, j'ai entamé l'activité auprès de l'ARS et que j'ai rencontré un directeur, enfin que nous avons rencontré un certain nombre d'associations de malades, un directeur d'ARS qui s'appelait Monsieur Lafourcade et qui, à ce moment-là, travaillait beaucoup, justement, sur l'accompagnement des malades. Donc, on l'a interpellé. Bon, il y avait déjà France Alzheimer, et donc, on l'a interpellé. Et on a eu une oreille tout à fait, vraiment attentive, hein, et on a travaillé sur, justement, l'accompagnement des maisons, enfin des familles et des malades qui peu à peu se retiraient du monde. Là, on est vraiment dans un isolement social parce que on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas comment s'adapter à la maladie et autour de soi, personne ne sait. Personne ne sait, mais il y a aussi ce regard social qu'on vous renvoie. On n'ose pas en parler, on en parle à mots couverts. Il y a ce déni social qui était extrêmement important. Et c'est là qu'ont commencé l'organisation, justement, au sein de l'ARS, de l'Agence régionale de santé, la réflexion sur l'accueil temporaire, tout ce dont vous avez parlé tout à l'heure dans les EHPAD, l'accueil temporaire, les ateliers, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelait. Puis sont venus, alors on lui a dit, nous, les familles, hein, mais ça serait quand même pas mal si on réfléchissait aussi pour les personnes qui restent à domicile et les familles donc qui vivent, si on pourrait pas faire quelque chose pour eux. C'est là qu'est venue cette notion d'accompagnement. Accompagnement en prévention, mais aussi accompagnement quotidien de tous les jours, etc. Qui n'étaient pas seulement des accompagnements techniques. Quand vous parlez d'accompagnement, ça veut dire quoi exactement? Alors, ça veut dire, imaginez des lieux où on peut parler entre soi, ou des moments où on peut parler entre soi, qui soient pris en quelque sorte par l'institution. Ça fasse partie d'un système, en définitive. Que ça fasse partie d'un système, qu'on ne soit pas toujours à côté.
Parce que jusque dans ces années-là, c'était les associations qui prenaient à leur charge les ateliers, les regroupements, mais bon, c'était très confidentiel. Qui portait les actions, il n'y avait pas de visibilité. Il n'y avait pas de lisibilité, c'était confidentiel. Le regard social faisait que les gens n'osaient pas, enfin, ou ne voulaient pas y aller. Et donc, c'était vraiment quelque chose de... et peu à peu, bon, sont venus, effectivement, ça a commencé par s'appeler les centres ressources. On a monté le premier centre ressources, qui est celui du Grand Lebrun. D'accord. Et Sur Bordeaux, hein. sur Bordeaux. Et puis depuis, bon, ben c'est devenu les centres ressources, les équipes mobiles qui peuvent aller à la maison. Et donc, il y a toutes ces structures qui se sont mises en place avec cette notion d'accompagnement. Hein. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, parallèlement, effectivement, dans notre vie personnelle, il se faisait, enfin, dans ma vie personnelle et familiale, il se faisait que la maladie, elle continuait à progresser, hein, aussi. Mais c'est vrai que tout ce travail m'a aidé personnellement à prendre conscience de toutes les problématiques, parce qu'il n'y a pas seulement les aides techniques ou les aides matérielles, mais il y a aussi tout cet accompagnement comment on pourrait dire psychologique, relationnel, qui fait que bon, je trouve que c'est beaucoup plus, enfin que le mot le plus opportun pour nous, c'est accompagnant. On parle d'accompagnement et nous, on accompagne. Un jour, j'ai dit à un infirmier qui venait à la maison et qui a passé un mauvais moment, je lui ai dit, mais écoutez, moi, je ne peux pas faire ce que vous faites. Moi, je suis l'épouse de mon mari, mais je ne suis ni son infirmière, ni son aide-soignante, je ne peux pas, je ne sais pas. Donc, moi, je veux faire partie d'une équipe de vie qui puisse effectivement, l'aider à mieux vivre sa maladie et à la dégradation de son état qui était manifeste, à ce moment-là. C'est une, comment dirais-je, c'est une pluridisciplinarité. C'est plusieurs personnes qui interviennent. Madame Poupart, je suis vraiment désolée parce que le temps. Non, mais non, je vous en prie. Le temps passe. Juste pour conclure sur France Parkinson. Aujourd'hui, là, en Sud-Gironde, concrètement, qu'est-ce qui est proposé? Alors, qu'est-ce qui est proposé bon, pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Parce que, le problème, c'est que l'association elle-même recrute difficilement sur le Sud-Gironde, parce qu'on a affaire à une population isolée, à une population aussi, et ça c'est le fait de la population rurale qui dénie la maladie, et on ne veut pas... c'est difficile de rompre cet isolement. Mais par contre, partiellement, enfin ponctuellement, on peut pénétrer auprès des institutions, des établissements qui peuvent, ou des professionnels, des équipes de professionnels qui peuvent participer de nos savoirs que nous avons. Comme avec le pôle ressources. Comme avec le pôle ressources. Et c'est bon. Moi, je suis revenue là vers le pôle ressources parce que, puis on s'est rencontrés au cours d'autres manifestations pour qu'on puisse monter des choses ensemble. Du coup, Stella, est-ce que vous pouvez... Merci, Madame Poupart. Stella, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qu'est-ce que le pôle ressources Loubezine sur Captieux et quelle est son action auprès des aidants? Donc le pôle ressources sur Captieux, donc on dépend de l'EHPAD. Les pôles ressources sont les centres ressources qu'évoquait Ginette et ça a évolué en pôle ressources. On est vraiment sur effectivement l'idée de l'accompagnement, du maintien à domicile,
Donc nous, on s'adresse à toutes les personnes de plus de 60 ans. Donc en fait, on propose diverses choses pour les plus de 60 ans. Notre ADN, effectivement, c'est vraiment le maintien du lien social. Donc en fait, tous nos ateliers vont en ce sens, que ce soit pour travailler la mémoire ou que ce soit corporel, mais en tout cas, c'est le lien social. Concernant les aidants, on s'est posé pas mal la question parce qu'effectivement, dans notre cahier des charges, au départ, on avait cette question-là. On a tenté de mettre en place des cafés des aidants et ça n'a pas fonctionné du tout. Donc, parce qu'on est dans un milieu rural, parce que tout le monde se connaît, parce que justement, tout ce qui est évoqué par rapport au déni de la maladie, puis par rapport à la pudeur, au fait de s'exposer. Donc, en fait, on a décidé, l'équipe du pôle ressources, finalement, nous, de ne pas flécher les aidants comme aidants. Et c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Audrey, c'est que souvent la porte d'entrée, ça peut être en accompagnant le proche que l'aidant, qu'on rencontre l'aidant et qu'on arrive à lui proposer des choses. En tout cas, sur la plupart de nos ateliers, il y a cette mixité en fait, qui fait qu'on n'a pas forcément un atelier dédié aux aidants, mais que tous les ateliers sont ouverts aux aidants, avec cette idée surtout de convivialité, de lien social, de rencontre. Enfin, on est vraiment de partage sur ces questions-là. Donc, on n'a pas vraiment fléché. Tout ce vocabulaire, d'ailleurs, on l'a un peu manié. Et là, par contre, on travaille avec France Alzheimer. Je voulais préciser qu'avec France Alzheimer, pardon, il y a des ateliers qui sont proposés aux aidants et aux aidés. Aux aidés tout seuls, voilà, au couple, il n'y a pas uniquement pour les aidants. Et par rapport à, juste pour pas prendre trop de temps, mais par rapport à France Alzheimer, en tout cas, et ce qu'évoquait Boris, ce qu'on voit aussi par rapport à l'idée du repérage, de l'accompagnement, il y a beaucoup de dispositifs, mais c'est vraiment le fait de coopérer, de co-construire aussi avec les personnes. Enfin, on est vraiment sur cet axe-là, quoi. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de dispositifs qui peuvent faire un peu millefeuille. Donc ça, c'est le vrai danger. Voilà. Donc le pôle ressources se veut aussi un maillon dans un maillage de partenaires et c'est vraiment comme ça qu'on aime et qu'on pense qu'en fait il faut travailler par rapport aux aidants, c'est travailler tous ensemble, mais sans oublier les aidants, ne pas être que des dispositifs qui portent ça, mais sans oublier la parole des aidants, la parole des gens accompagnés. Donc voilà, donc on est vraiment on défend vraiment l'idée de la coopération. Frédéric et Eliane, vous êtes au pôle ressources, vous êtes aidant, vous confirmez ce que dit Eliane? Ah oui, je confirme. Je confirme parce que si j'avais vraiment pas eu... ils ont accompagné mon mari, ils m'ont accompagné et je continue. Et cela m'aide énormément. Parce que c'est le lien social, ça nous permet... Ça permet déjà de me ressourcer parce que je peux rester 3 jours sans sortir. Si j'avais pas Pôle Ressources, j'aurais que mes petits-enfants. J'aurais que mes petits-enfants et je ne sais pas. Je pense que je serais très, très dépressive. Voilà. C'est très important. Et puis en plus, c'est un groupe. Maintenant, nous sommes un groupe. Nous échangeons. Et c'est formidable. Dans cette démarche, il y a un chemin. Il y a un chemin qui n'est pas facile, parce qu'entre le clic, le DAC, le cloc, le clac, non, pas le clac, mais toutes ARS, toutes ces abréviations, c'est un nouveau langage, déjà. En tout cas, Frédéric, la rencontre aussi avec le pôle ressources, ça a été quelque chose d'important pour vous. Oui, en arrivant sur le territoire d'autant plus. En arrivant sur le territoire, ne connaissant personne, des gens, Audrey qui est très à l'écoute et qui est très psychologue et pas psychiatre. Bon, ça c'est pour le tacle des psychiatres, mais qui est psychologue et qui entend et qui écoute et qui conseille et voilà. Et puis la structure du pôle ressources qui est toujours bienveillante, c'est ce que je dis, la bienveillance. C'est pour ça qu'il n'y a pas une fatalité d'être aidant. Voilà, c'est pas une maladie. C'est pas une maladie, on peut très bien s'en sortir, on peut très bien vivre correctement avec le sourire et le sourire de l'autre aussi. Ça c'est important, c'est ce qui nous soutient, Et puis voilà, mais c'est vrai que on est un peu noyé par toutes les abréviations qui sont qui font que c'est comme ça, mais c'est un nouveau monde quoi pour nous. Alors c'est formidable Frédéric parce qu'à chaque fois, chaque invité a fait une transition impeccable. Juste presque en face de vous, je vous présente Clotilde Labrouche du DAC.
Alors, Clotilde, est-ce que vous pouvez justement nous dire qu'est-ce qu'est le DAC? Je vais essayer de désacraliser tous ces sigles. Donc le DAC, c'est le dispositif d'appui à la coordination, en bien grand terme. C'est un dispositif unique qui s'adresse aux patients, à l'entourage et aux professionnels. L'idée, c'est de venir en appui et d'informer sur les ressources du territoire, mais pas que. Le DAC peut être sollicité en cas de ressenti complexe sur une situation. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, coordinateurs sur le terrain, on va à domicile évaluer la situation, réaliser une évaluation multidimensionnelle pour pouvoir orienter vers les ressources adaptées du territoire. Et la porte d'entrée se fait, l'orientation se fait via la plateforme, donc le 0809 109 109, qui est une plateforme régionale. Et ce sont mes collègues de l'équipe de la cellule territoriale d'appui qui prennent les demandes et qui font déjà une première réponse s'ils le peuvent. Et lorsque la situation nécessite une visite à domicile, on prend le relais. Alors, j'en reviens à votre cas, hein, je suis désolée, Frédéric. Comment Frédéric aurait pu avoir connaissance du DAC et appeler ce numéro, par exemple? Le DAC, alors on est financé par l'Agence régionale de santé. C'est vrai qu'on s'adresse vraiment maintenant à toute personne sans distinction d'âge ni de pathologie. Alors comment, après, on essaye de se déployer et d'informer sur nos missions, parce que c'est vrai qu'on est issu de fusion de dispositifs anciens. Donc c'est vrai que ça peut porter aussi à confusion. Voilà, la Maya, PTA, ça c'était on est issu de la fusion de ces dispositifs. Donc on essaye justement de venir rencontrer les partenaires de proximité, notamment le pôle ressources par exemple sur Capsieux, pour pouvoir aussi mieux se connaître et puis que les partenaires identifient aussi mieux nos missions. Afin de pouvoir orienter vers les personnes et les usagers qui le suivent aussi. Dans le cas de Frédéric, ou d'Eliane d'ailleurs, hein, vous rencontrez, vous allez au domicile d'Eliane. Le rôle du DAC à ce moment-là, que peut-il être? Alors déjà, c'est de faire une première évaluation des besoins. Et ensuite d'orienter vers les ressources du territoire, mais l'objectif étant aussi de favoriser le maintien à domicile, d'aider dans l'accompagnement vers le droit commun. C'est vrai qu'on doit aussi quand même intervenir en subsidiarité, c'est-à-dire solliciter les acteurs compétents pour répondre à ces besoins. On peut être amené à faire certains dossiers comme des dossiers d'APA, des demandes de mesures de protection. Ça, on peut accompagner effectivement sur tout ce volet-là. Si je peux me permettre, effectivement, c'est l'APA qui est venue au bout d'un quart d'heure autour de la table avec mon épouse. Elle a diagnostiqué GER2. Alors, j'ai dit, c'est bien, GER2. Et elle m'a expliqué, non, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a 6 niveaux, et GER6, GER5, et GER2. Donc, bon, j'avais préparé mes feuilles de paye pour savoir s'il y avait... bon, et tout a été lancé comme ça. Et c'était en fin juin. C'est-à-dire qu'on rentrait dans une période de vacances, et elle s'est démenée, Madame Marpeau, Madame Marpeau, s'est démenée comme un bénévole pour trouver effectivement une structure qui allait venir à domicile pour m'épauler les repas le midi quand j'étais pas là. Et puis après, aujourd'hui, on continue avec une structure qui vient faire travailler la mémoire et l'occuper. Là encore, je dirais qu'il manque un peu de formation auprès de ces gens. La formation est difficile à transmettre visiblement parce que ils n'ont pas de formation spécifique à tel ou tel type de maladie. Ça, c'est un autre débat. Mais Mais juste pour faire une petite parenthèse que Madame Poupard n'a pas dit, mais en aparté, on en discutait tout à l'heure. C'est vrai que France Parkinson va aussi former auprès des auxiliaires de vie aux maladies. Et ça, c'est important pour la prise en charge. Je reviens à Clotilde et aux missions du DAC. Sur le territoire, là, de Capsieux, est-ce que c'est un territoire qui est difficile parce qu'il est disséminé, rural? Qu'est-ce qu'on peut dire, Clotilde, sur ce territoire?
Ça fait 2 ans que j'interviens sur ce territoire et je trouve que parfois il y a un manque de ressources, notamment sur le plan de la mobilité, mais aussi sur le plan de la santé. C'est vrai que parfois on est amené à rechercher des médecins traitants, des infirmiers libéraux, des professionnels paramédicaux. Voilà, je ne vais pas tous les citer, mais c'est vrai que sur ce secteur, c'est assez difficile de trouver des professionnels qui se déplacent à domicile. On accompagne des situations qui sont dites complexes, où parfois il y a certains professionnels qui se retirent par épuisement. Voilà. Et c'est vrai que on peut vite faire le vide autour de soi et arriver à une situation de rupture quand on a un peu épuisé les professionnels du secteur. Comment se situe le DAC Vous, Clotilde Labrouche, vous êtes sur le Sud-Gironde, ça veut dire quelle commune? Alors, moi, j'interviens sur le secteur de Grignols, Capsieux, Bazas. Sur l'antenne du Sud-Gironde, on est 4 coordinateurs. Mais le DAC en Gironde, c'est une association départementale sur laquelle, qui réunit plusieurs antennes. Et chaque antenne est sectorisée, voilà, sachant que le DAC est un dispositif national qui intervient sur tout le territoire français. La porte d'entrée, donc c'est le 0809 109 109. Voilà. Il faut taper le numéro du département dans lequel on est. C'est un numéro unique au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Bon, alors on arrive vraiment en dernière partie avec Émilie Sazato-Ornil. Hein, et on va parler d'un sujet qui, je trouve, était important à aborder, même si c'est en dernière partie, mais en tout cas, c'est fondamental de l'aborder parce qu'on en parle vraiment très peu. Alors, Émilie, je vais essayer de synthétiser et puis après, je vous laisse la parole. Donc, ce dont va nous parler Émilie, c'est le vieillissement des personnes salariées handicapées et considérés, car leur retraite, ils peuvent aussi devenir eux-mêmes aidants de leurs parents. Vous voyez, c'est pas simple. Donc, ils deviennent aidants de leurs parents, ils sont retraités et ils ne font plus partie d'un système d'accompagnement. Ça pose un réel problème d'isolement social. Et c'est pour ça qu'Émilie, on en a parlé au téléphone. Audrey, vous avez mis en relation. Je vous laisse la parole et je compte sur vous pour sensibiliser chacun à ce problème, en fait. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Donc moi, je vais faire le relais, finalement, le porte-parole des travailleurs des AT que l'on rencontre et qui nous témoignent de leur passage en retraite, qui peut être une véritable rupture dans leur parcours. Donc les ESAT, ce sont des établissements de services d'aide par le travail. Il y en a un donc sur Capsieux, Madame Luquedet l'a précisé. J'y ai moi-même travaillé et été dans cet accompagnement auprès des personnes. Et aujourd'hui, donc, je suis coordinatrice d'une démarche qui s'appelle la démarche Un avenir après le travail. Et la question, en fait, c'est que les personnes qui travaillent en ESAT, lorsqu'il y a le passage en retraite, puisque c'est des ESAT, ce sont des établissements où les personnes travaillent, disposent de bulletins de salaire, permettent de pouvoir cotiser à leur retraite et peuvent la prendre. Et à partir du moment où ils la prennent, bien souvent, ce sont des personnes, et j'ai un témoignage tout à fait récent, qui vont devenir eux-mêmes aidants de leur propre famille, en fait, donc leurs propres parents. Ils ont déjà donc une situation de handicap qu'ils ont depuis un certain nombre d'années, faisant qu'ils sont dans les établissements de services d'aide par le travail. Et il y a aussi donc le vieillissement. Donc il y a cette double vulnérabilité handicap-vieillissement et qu'il va falloir prendre en compte parce qu'en effet, c'est un véritable enjeu. Et la démarche Un avenir après le travail, elle est là pour venir anticiper. Ça reste une démarche. Donc en effet, l'idée, c'est de préparer en amont sur la question de la retraite de ces personnes pour venir mesurer après derrière les risques auxquels ils peuvent être confrontés et notamment sur la question de l'isolement social. L'isolement social parce que ils se retrouvent, comme je disais, avec leurs parents. Ils sont donc eux-mêmes devenus aidants. Donc,
jeunes retraités et aidants de leurs parents. Le témoignage donc d'un monsieur que j'avais eu récemment là disait, mais voilà, moi j'ai besoin de changer de statut aussi, parce que j'ai fini mon travail en ESAT. Aujourd'hui, je suis aidant de mes propres parents. J'ai besoin aussi moi de pouvoir avoir une reconnaissance et un statut, et cette personne faisait du bénévolat et ça lui permet d'avoir de pouvoir être dans autre chose que d'aider ses propres parents vieillissants. On a tous les mêmes droits, mais parfois certains ont parfois des besoins un peu plus spécifiques, et c'est pour les personnes en situation de handicap, notamment travaillant en ESAT, qui ont été pendant des années soutenus et encadrés avec des équipes pluridisciplinaires. Ils ont de toute façon cette culture aussi de l'aide, parce qu'ils ont été eux-mêmes aidés. Et donc, ils reviennent donc chez eux, dans leur famille, une fois à la retraite, et deviennent de manière tout à fait naturelle, avec cette question de loyauté aussi, envers leurs propres parents et ils deviennent aidants, en fait. Donc, c'est là aussi ces risques au niveau de l'isolement social de ces personnes-là, qu'il faut prendre en considération. Et pour le prendre en considération, la démarche Un avenir après le travail forme des professionnels au sein des ESAT, qu'on appelle des animateurs retraite, qui permet de pouvoir être des fils rouges pour l'accompagnement à la retraite et ensuite derrière le lien avec l'extérieur. Donc l'expérience menée sur Capsu, en tout cas, a permis de travailler avec le pôle ressources, et l'EHPAD également, pour permettre ce lien avec les personnes et qu'on repère aussi les situations à risque, d'isolement social de ces personnes en situation de handicap. Merci beaucoup, Émilie, en tout cas, d'aborder ce sujet. On va clore l'émission et évidemment le dernier mot, je vais laisser le dernier mot à Eliane et Frédéric. Qu'est-ce que vous pourriez dire à un aidant qui a tendance à se replier sur lui, parce que pour plein de raisons d'ailleurs? De toute façon, c'est le fait de se replier sur soi-même, c'est déjà quand on est sans être aidant, sans être aidant, c'est déjà, je pense, une problématique. Je pense que tout à chacun peut aider d'une certaine façon et apporter des pierres à la maison qu'on construit, une nouvelle maison qu'on construit. Mais on ne peut pas demander il ne faut pas se replier sur soi-même, parce que voilà, il faut aller chercher de l'aide, il faut savoir en parler, il faut faire tomber de la pudeur, il faut faire tomber pas mal de choses, pas mal de principes. Et l'aide des gens, c'est essentiel. C'est essentiel. C'est un mot, quelquefois c'est un mot, c'est un coup de fil, voilà, ça peut être ça, c'est pas forcément un investissement. On ne demande pas de l'investissement des autres personnes pour vous aider, vous qui êtes aidant. L'aider de l'aidant, l'écoute aussi. C'est très important, l'écoute. Merci Frédéric. Eliane? Bien, moi, pour terminer, je dirais tout simplement qu'il faut accepter la vérité, il faut l'admettre, il ne faut pas avoir honte de quoi que ce soit. Il faut bien se mettre dans la tête qu'on n'est jamais tout seul, et surtout, taper aux bonnes portes. Puis un grand merci à toutes les personnes qui sont autour de nous, toutes ces structures qui sont en place, là, qui nous aident. Lors de l'enregistrement en public, nous n'avons pas eu le temps est passé tellement vite, de diffuser la capsule sonore de Leïla. Effectivement, lors de chaque émission, nous faisons un appel à témoignages, et cette fois-ci sur la thématique de l'isolement social, c'est Leïla qui nous a donc contactés. Jeune aidante de sa maman, elle a trouvé un moyen de ne pas rester seule et d'échanger avec d'autres. Je vous laisse l'écouter maintenant dans le podcast. Eh bien, en fait, ma maman est atteinte de la maladie à corps de Lévy depuis novembre 2022. En tout cas, les premiers symptômes sont arrivés à cette période. Et sa maladie a été diagnostiquée quelques longs mois après. Il y a eu beaucoup de périodes différentes où c'était compliqué, où il y a des choses qui étaient un peu hallucinantes, qu'on a vécues toutes les deux. Et au bout d'un moment, je me suis dit... c'est pas possible, il faut que j'en parle aux gens, en fait, parce que j'ai constaté aussi qu'autour de moi, personne connaissait en fait la maladie à corps de Lévy, même des professionnels. Je me rappelle une fois, je suis partie à la pharmacie et la pharmacienne ne connaissait pas la maladie, et ça m'a un peu choquée. Et bref, et du coup, ce jour-là, il s'est passé un truc un peu bizarre avec ma maman au niveau de ses symptômes, et là, je me suis dit, il faut que j'en parle. Du coup, j'ai créé ce compte Instagram
pas que pour moi en fait, aussi pour les gens qui connaissent pas, pour les gens qui connaissent, pour les malades, pour les aidants, mais aussi pour les professionnels de santé. Et voilà, du coup, je partage mon quotidien, mais aussi celui d'autres personnes. En fait, c'est un compte qui permet de faire des témoignages, peu importe qui on est, si on a un lien minime avec la maladie ou même si on n'en a pas. Voilà, je peux partager comme ça via des visuels sur Instagram. Voilà, ça a été créé du coup début septembre et à ce jour, on est un peu plus de 400. Pas mal de personnes. Il y a des personnes en fait avec qui je discute régulièrement. Il y a des personnes, c'est même tous les jours, où voilà, on s'attache et c'est comme on va dire, maman, elle est au début de sa maladie. C'est souvent des personnes qui vont me conseiller sur tiens, essaye d'appeler tel organisme, ça peut t'aider sur telle chose. Ou alors quand je mets des stories et que ça va pas trop bien, souvent j'ai des réponses en message privé où elles me soutiennent, ou elles me disent t'inquiète pas, ça va aller. Donc voilà, c'est des personnes de tout âge, des épouses, des filles, des maris, et aux quatre coins de la France, quoi. Le témoignage de Laïla, son compte Instagram s'appelle À bras le corps, est fort intéressant car elle montre son impact bénéfique, celui de construire une communauté, comme on dit, c'est-à-dire de trouver de l'entraide, de communiquer sur un sujet qui est peu connu et de donner encore une fois de la visibilité à celles et ceux qu'on entend peu. Plus on donne à voir, plus on donne à entendre, plus on informe et plus la société sera alertée et compréhensive, si je puis dire. Alors même si c'est un réseau social, en tout cas, Instagram et le compte d'À bras le corps de Laïla a toute son utilité. On arrive à la fin du podcast et de l'émission. Je remercie chaleureusement tous les invités. Merci d'avoir transmis, répondu aux questions, donné de la lumière pour rendre visible et étendre les possibilités aux aidantes et aux aidants. Merci au public qui était là et qui s'est déplacé, attentif tout le temps de l'émission. Merci à celles et ceux qui ont bien voulu que je capture leur voix et la retransmettre ici. Un remerciement tout particulier à Monsieur Renelli pour nous avoir donné à entendre ses poèmes. Et pour finir, il me semble encore une fois important de remercier l'équipe du pôle Ressources Loubezine, Stella, Audrey et Marie. Merci pour m'avoir accompagnée à bâtir cette émission. Et une dernière des dernières, c'est comme les Césars, je dis toujours, on n'en finit jamais. L'émission Les Bonnes Ondes, projet qui émane de l'association Bonjour les Hirondelles, n'aurait certainement pas pu se réaliser sans le soutien du Crédit Agricole et la conférence des financeurs du département de la Gironde. On vous retrouve pour une nouvelle émission des Bonnes Ondes sur le territoire de Sud-Gironde très bientôt.